Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura, Demasiadas noches de travesura. con altura, Vivo rápido y no tengo cura. con altura, Y de joven pa' la sepultura. con altura, Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. con altura, Demasiadas noches de travesura. con altura, Vivo rápido y no tengo cura. con altura, Y de joven para la sepultura. con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura, con altura, Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. con altura, Demasiadas noches de travesura. con altura, Vivo rápido y no tengo cura. con altura, Y de joven para la sepultura. con altura, Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. con altura, Demasiadas noches de travesura. con altura, Vivo rápido y no tengo cura. con altura, Y de joven pa' la sepultura. con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No. Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira. Flores azules y mira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me maten. Con altura, con altura, Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. con altura, Demasiadas noches de travesura. con altura, Vivo rápido y no tengo cura. con altura, Y de joven para la sepultura. con altura, Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura. Demasiadas noches de travesura. con altura, Vivo rápido y no tengo cura. con altura, Y de joven para la sepultura. con altura. Chipapi. La Rosalía. Vamos a esperar. Vamos a esperarnos pa' que no haya. Vamos a esperarnos pa' que no haya. Lo que yo hago dura. Vamos a esperar. Vamos a esperarnos pa' que no haya. Vamos a esperarnos pa' que no haya. Lo que yo hago dura. I remember how it started, back at the end of May. It was such a lovely day. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce live Daikin. Je suis Véronique Mounier, je suis journaliste médicale et pharmacienne et je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette émission dans laquelle vous retrouverez des visages bien connus de chez Daikin France qui sont tous réunis pour vous parler aujourd'hui d'un enjeu majeur, à savoir la qualité de l'air intérieur et non pas extérieur dont il est le plus souvent question et en particulier dans les villes. Et justement, nous sommes aujourd'hui à Paris et l'indice de la qualité de l'air atmo n'est pas très fameux, il est même dégradé. Mais qu'en est-il de la qualité de l'air à l'intérieur de nos bâtiments? Eh bien, suivez-moi. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'air intérieur des maisons peut être 2 à 5 fois plus pollué que l'air que nous respirons à l'extérieur, d'où les conséquences souvent néfastes pour la santé. C'est pourquoi il est primordial de pouvoir évaluer la qualité de l'air à l'intérieur des logements afin de mettre en place des dispositifs adaptés au traitement de l'air. Et c'est là que Daikin entre en jeu. Alors quels sont justement les enjeux, la réglementation et les labels liés à la qualité de l'air intérieur? Eh bien, nous répondrons à toutes ces questions avec Yorick Fizel, qui lui est manager de la prescription tertiaire. Nous aborderons également les solutions mises en place par Daikin avec Yann Kikampois, qui est manager de la Business Unit. Et enfin, nous ferons un focus sur le pilotage et la maintenance de la qualité de l'air intérieur avec Amel Bouhaddad, qui lui est spécialiste des solutions GTB-GTC au sein du département Solutions Business. Alors, tout au long de ce live que nous avons voulu très interactif, vous pourrez bien sûr poser vos questions via le live chat
et les experts Daikin y répondront en fin d'émission. Et puis nous allons aussi tester vos connaissances. Je vais vous poser 3 questions pendant ce live et les 3 d'entre vous qui seront les plus rapides à me donner la bonne réponse auront la chance de remporter un purificateur d'air Daikin. Vous voyez, un beau cadeau, donc surtout soyez très concentrés et écoutez bien mes invités. Alors comme vous pouvez le voir, hein, je ne porte pas de masque, les intervenants non plus, mais rassurez-vous, toutes les conditions sanitaires ont été mises en place, plus de 1 mètre de distance entre chacun et puis pas plus de 4 intervenants en plateau. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies pour que nous passions tous ensemble à un moment de qualité à l'image des produits Daikin. Et tout de suite, je vais rejoindre Yorick Fizel afin de faire un point sur les enjeux, la réglementation et les labels. Voilà, je viens de rejoindre Yorick Fizel sur notre beau plateau du garage Amelot. C'est un ancien garage Renault qui a été retransformé notamment en plateau télé. Bonjour Yorick. Bonjour Véronique. Vous allez bien? Très bien, merci. On est bien ici, hein? On est très bien. Il y a de l'espace, ça manque un peu de voitures? Effectivement, c'est. Oui, mais on a des beaux purificateurs d'air quand même, et ça, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, Yorick, on passe à peu près 80% de notre temps à l'intérieur d'un bâtiment, que ce soit à son domicile, à son travail, ou encore dans les moyens de transport. Ce chiffre prouve justement l'importance qu'il faut porter à la qualité de l'air intérieur, à la pollution en tout cas de cet air intérieur. On peut parler aujourd'hui de véritables enjeux de santé publique? Oui, effectivement, c'est un enjeu de santé publique qui, jusqu'à présent, en fait, a pris du temps à venir sur le devant de la scène, tout simplement parce qu'en fait, on n'avait pas forcément pris conscience de cet intérêt. Quand on pensait renouvellement d'air et qualité d'air intérieur, en fait, le premier réflexe qui nous venait, c'était d'ouvrir les fenêtres et de ventiler tout simplement la pièce. Qu'est-ce qui a changé alors aujourd'hui? Eh bien, en fait, ce qui a changé, c'est justement cette prise de conscience par rapport aux pollutions, je dirais aux polluants qui sont dans l'air, les particules fines, etc. Et surtout à leur origine diverse, parce que la pollution extérieure a une grande part d'importance dans la pollution intérieure, bien évidemment, mais aussi l'activité humaine dans les locaux, les matériaux de construction, le mobilier. Et donc tout ça vient polluer l'air intérieur. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, tous les éléments de décoration, etc. Effectivement, oui. Est-ce qu'on a pu évaluer par des études l'impact de la pollution intérieure sur la santé humaine? Oui, alors en 2001, les pouvoirs publics en fait, ont mis en place un observatoire de la qualité d'air intérieur, l'OQAI, qui a eu pour but en fait, déjà de comprendre le sujet et pour pouvoir en fait agir dessus. C'était primordial. Et cette étude, en fait, le compte-rendu de cette étude surtout, qui a été menée de manière commune avec l'ANSES, qui est l'Association nationale de la santé, le CSTB et l'OQAI, donc, ont montré que l'impact de la qualité d'air n'était absolument pas neutre pour les personnes, puisque par an et par personne, en France, c'est 20 000 décès prématurés. Et ça a un coût de l'ordre de 19 milliards d'euros pour l'État et pour les entreprises. Ah oui, donc effectivement, on peut véritablement parler d'enjeux de santé publique. Et du coup, quelles ont été les mesures qui ont été mises en place au niveau des autorités? Alors, suite à cette étude, effectivement, les pouvoirs publics ont mis en place des valeurs guides sur la qualité d'air intérieur, donc plus communément appelées les VGAI, qui en fait donnent des taux de concentration maximum ou des seuils pour les différents polluants que l'on peut avoir et demandent d'avoir à ce moment-là, donc de mettre en place une certaine filtration. D'accord, donc on a des valeurs seuil aujourd'hui, mais justement, quels sont les moyens dont on dispose pour améliorer la qualité de l'air intérieur et ne pas dépasser ces valeurs? Alors en fait, on a 3 moyens principaux pour éviter la pollution de l'air intérieur. Le premier déjà, ça va être de limiter les polluants. Ouais. On a vu qu'il y a énormément de sources de pollution dans les bâtiments. Et en fait, c'est de prendre des matériaux qui sont classés en termes d'émissivité dans l'air très, très bien, je dirais. Donc en fait, il y a une notification qui va de C à A+, et autant aller chercher. Et A+, c'est bien. Et c'est très bien, en fait. Voilà. Le deuxième point, en fait, ça va être la ventilation des locaux, puisque cette ventilation va permettre de diminuer le taux de CO2 et l'humidité qui sont présents dans l'air, en fait, qui sont dégagés par
par l'activité humaine. Les moisissures, etc. Les moisissures, Ouais. effectivement, qui sont nocives pour les voies respiratoires des personnes. Et le troisième point, puisqu'on parle de ventilation, eh bien, en fait, ça va être la filtration. Alors que ce soit la filtration de l'air extérieur, qui va venir à l'intérieur, donc, ou la filtration de l'air recyclé. Le but, en fait, étant de capter un maximum de particules qui sont présentes dans l'air pour pouvoir souffler cet air le plus pur possible. Alors, vous parlez justement de filtration de l'air, mais comment être sûr qu'un filtre est suffisamment efficace? Est-ce qu'il y a des normes spécifiques qui vont garantir la performance d'un filtre? Oui, alors là, on va attaquer un sujet un petit peu précis, le sujet des normes. Oui, en 2018, en fait, les normes ont évolué à ce sujet-là. Et donc, la norme EN 16890, je vous avais dit que ça allait être précis. C'est une bonne mémoire. Mais... Voilà. Cette norme, en fait, vise à... Déjà, c'est une norme qui est commune à tous les bâtiments, donc qu'on peut comparer à tous les niveaux. C'est assez récent, 2018 finalement. Ben oui, en fait, ça suit les études qui ont été menées de manière aussi assez récente. Et donc, cette norme vise à mesurer le taux de particules fines. Donc, on va mesurer de différentes tailles, les PM10, les PM2,5 et les PM1, qui sont présentes dans l'air pour pouvoir justement agir dessus. D'accord, donc si j'ai bien suivi, la qualité d'air extérieur va jouer aussi un rôle important, c'est-à-dire comment faire le lien entre la qualité d'air désirée dans les bâtiments et l'air extérieur que l'on va faire rentrer dans ces bâtiments. Comment on fait le lien? Alors, il y a une deuxième norme qui est liée à la première, c'est la EN 16798. Pas de précis. Alors, voilà, toujours pour être précis. Et celle-ci, en fait, va classer la qualité d'air extérieur, ou plutôt le niveau de pollution extérieur, et la qualité d'air intérieur en différents niveaux. Donc au niveau de l'air extérieur, on a 3 niveaux, le ODA 1, ODA 2, ODA 3. Le niveau ODA 1 sera le niveau de qualité d'air le meilleur, extérieur le meilleur, qu'on va retrouver plutôt en zone rurale, pour être clair. Et au niveau de la qualité d'air intérieur, on va avoir 5 niveaux qui vont aller de SUP 1 à SUP 5, le niveau SUP 1 étant le niveau le plus abouti en termes de qualité d'air intérieur. D'accord, c'est comme ça qu'on fait le lien entre air intérieur et air extérieur. Oui, tout à fait. Mais je rappelle quand même que c'est le réseau Atmo qui mesure et met à disposition les informations concernant la qualité de l'air pour toute la France, air extérieur. Oui, effectivement. Alors, vous faites bien de le rappeler, le réseau Atmo permet de mesure sur la France, comme vous le dites, la qualité de l'air extérieur. Et aujourd'hui, on a vu qu'à Paris, oui, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, la qualité d'air était très dégradée. Effectivement. Attention. Et donc, en fait, on a ces mesures et elles sont données de manière libre sur le site, donc qui est atmo-france.org. Sur ce site, donc, on peut retrouver pour tous ces projets, la qualité d'air environnante du projet et donc définir de ce fait-là le meilleur niveau de filtration par rapport à l'objectif. D'accord. Donc, une fois que l'on sait d'où on part et là où on veut aller, il ne reste plus qu'à définir le bon niveau de filtration, hein, oui. si je vous ai bien suivi. Effectivement, et en fait, c'est tout le côté pragmatique, je dirais, de ces nouvelles normes, c'est de comprendre très facilement quelle est la chaîne de filtration, je dirais, à mettre en œuvre en fonction donc, de là où on se trouve, l'ODA, la qualité d'air extérieur, et en fonction de l'objectif que l'on veut atteindre à l'intérieur, donc le SUP. Et donc, si on prend l'exemple d'un bâtiment qui va être en centre-ville, par exemple, en zone ODA 2, suivant l'objectif qu'on va se fixer, de SUP 3 à SUP 1 par exemple, la chaîne de filtration sera totalement différente. Bien sûr. Et en SUP 3, on ne mettra qu'un seul filtre. En SUP 2, on va commencer à mettre 2 filtres pour avoir une filtration un peu plus fine. Et pour atteindre le niveau SUP 1, donc le plus abouti, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien là, il faudra finir avec un filtre EPM1 de l'ordre de 80%, donc on va capter 80% des particules fines de 1 mm. De 1 micromètre, pardon. 1 micromètre, c'est très logique finalement. Oui, tout à fait. Ces normes, ce sont seulement des recommandations, hein. Rien n'est obligatoire malheureusement. Non, alors effectivement, par contre, on a une loi qui est passée en 2015 qui vise en fait à maîtriser et à contrôler la qualité d'air intérieur dans les locaux recevant du public sensible. Alors quand on parle de public sensible, en fait, on parle des enfants. Et donc ça s'applique plutôt aux écoles. Et cette loi donc demande de vérifier le niveau de qualité d'air intérieur et d'agir le cas échéant lorsque celle-ci n'est pas bonne. Donc elle a été mise en place progressivement, elle se met en place progressivement. Donc en janvier 2018, elle s'est d'abord appliquée au niveau des crèches, des écoles maternelles et des écoles primaires.
En janvier 2020, cette loi s'est élargie au niveau des collèges et des lycées. Et enfin, en 2023, elle va encore s'élargir et trouvera son but au niveau des centres de formation pour les élèves. D'accord. Bon, on y va quand même très progressivement, hein. Aujourd'hui, effectivement, c'est que les lieux qui vont accueillir des enfants ou des adolescents. Mais concernant les autres types de bâtiments, les bâtiments tertiaires ou les bâtiments industriels, rien n'est encore prévu? Il n'y a aucune recommandation? Alors, les recommandations, en fait, il n'y a pas de loi, effectivement. Il va falloir suivre le Code du travail, par exemple, pour les bâtiments tertiaires. Et le Code du travail, en fait, impose un débit d'air minimum par heure et par personne. Mais c'est la seule obligation qu'il y ait. Si on prend la partie industrielle, on va avoir des valeurs limites d'exposition professionnelle à respecter. Mais là, c'est plus pour des substances chimiques telles que par exemple l'ammoniac, où on sait tous l'effet néfaste, voire mortel, sur les personnes. Et c'est vraiment, je dirais, problématique tout au moins parce qu'une étude menée par REVA, alors REVA c'est une association de bureaux d'études d'ingénieurs CVC, donc dans la clim et chauffage et ventilation au niveau européen, et leur étude en fait a montré que si on diminue de moitié le niveau de pollution dans les bâtiments tertiaires, les bâtiments de bureaux, en fait on diminue dans le même temps l'absentéisme sur donc les arrêts maladie de courte durée de 10%. Et on augmente de manière assez sensible et significative la performance au travail et l'attention des travailleurs. D'accord, donc ça c'est des arguments qui devraient parler aux chefs d'entreprise, j'imagine. Tout à fait. Mais si la qualité de l'air intérieur est meilleure, ça peut aussi avoir un impact sur la valeur immobilière du bâtiment, forcément. Et en plus, effectivement, c'est le deuxième pendant. Je ne pense pas forcément, mais... Après l'aspect sanitaire, il y a l'aspect financier, je dirais. Et là, c'est une synthèse qui a été réalisée par Uniclimat dernièrement, qui donc basée sur des études menées ces dernières années, qui a montré qu'un bâtiment certifié allait avoir une valeur locative plus élevée, un taux d'occupation aussi plus important, et surtout la valeur à la revente du bâtiment était supérieure de l'ordre de 10 à 15% par rapport à un bâtiment identique qui, lui, n'est pas certifié. Donc on voit là tout l'intérêt pour les gestionnaires de parcs ou les propriétaires d'immeubles. Voilà, avec en plus des salariés qui seront plus performants. Exactement. Vous parlez de bâtiments certifiés, ça veut dire quoi exactement ? Alors en fait, les certifications aujourd'hui jouent un rôle important dans la qualité d'air intérieur, dans la recherche de la qualité d'air intérieur, et je dirais même de manière plus globale en fait dans l'aspect qualité de vie dans les bâtiments et de vie au travail. Tout simplement parce qu'en fait ce sont les préoccupations de plus en plus prégnantes des personnes qui sont dans les bâtiments. Et d'une certaine manière, ces certifications en fait, sont en train d'établir un nouveau standard pour les bâtiments de bureaux, les bâtiments en location. Et vous avez des exemples de certification à nous donner? Oui, alors en fait, au niveau des certifications, on va déjà commencer par les certifications françaises éventuellement. La plus connue, je pense, c'est la certification HQE, donc bâtiment tertiaire, ou HQE bâtiment durable, qui accorde des points supplémentaires lorsque une attention particulière est apportée à la qualité d'air intérieur, donc soit par les matériaux de construction, si on fait attention aux matériaux de construction, soit aussi dans la durée de vie du bâtiment, si le traitement d'air est suffisamment efficace. Et toujours au niveau français, on va avoir des labels tels que Osmose ou Intérieur, qui tous les deux accordent des points et apportent une attention particulière à la qualité d'air intérieur. Après, on va avoir des labels et des certifications internationales. La première qui me vient en tête, c'est la certification WELL, qui, comme son nom l'indique, en fait, recherche le bien-être du personnel dans les bureaux. Et en fait, cette certification WELL aborde 7 thèmes pour la qualité de vie au travail. Et un thème complet est accordé à la qualité d'air intérieur, d'où l'importance de cette mesure, je dirais, pour le bien-être des personnes dans les bureaux. Et après, de manière plus globale, dans la certification, on va retrouver les certifications telles que la certification américaine LEED ou la certification anglaise BREEAM, qui toutes les deux donnent des points supplémentaires si on fait attention particulièrement à la qualité d'air intérieur et à la pollution dans le bâtiment. Merci beaucoup, Yorick. J'espère que vous avez été très attentif aux propos d'Yorick, dont je me suis inspirée pour vous poser la première question de notre jeu concours. Je rappelle qu'en plus de donner la bonne réponse, il faut être le plus rapide à répondre si vous souhaitez gagner un purificateur d'air
Daikin, hein, pour avoir justement une bonne qualité d'air chez vous, au travail, pour être encore plus performant, si je vous ai, C'est important. C'est important. Donc voici la question. Quel est le niveau de qualité d'air intérieur le plus haut? Voilà, c'est parti, à vous de jouer. Vous avez quelques secondes. Bon, c'est pas très difficile. Hein. Je crois que je l'ai dit. Oui, je suis sûre que vous l'avez dit. Donc voilà, encore quelques secondes. Soyez les plus rapides à nous donner la bonne réponse. Alors laisse encore quoi? 5 secondes. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est terminé, c'est fini. Yorick, quelle était la bonne réponse? Eh bien, je crois que j'avais dit Sup 1 pour Sup la 1, qualité d'air intérieur. Voilà, c'était pas très difficile. Merci beaucoup, Yorick. Merci beaucoup. On se retrouvera en fin de live pour répondre à toutes les questions de nos web spectateurs. Je pense qu'il y aura des tonnes de questions pour vous et pour cette partie réglementaire. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir déjà toutes vos questions via le live chat. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de cette émission consacrée aux solutions Daikin avec Yann Quincampoix. Bonjour Yann. Bonjour Véronique. Vous avez droit au canapé, hein? Je ne vais pas m'allonger, promis. Vous pouvez, hein, au moins vous avez de l'espace. Merci d'être avec nous. Alors, nous venons de voir avec Yorick toute la partie réglementaire liée à la qualité de l'air intérieur, mais sur le terrain, comment cela se traduit? Eh bien, avant de vous donner la parole, Yann, je vous emmène à la rencontre de Stéphane Polo, qui est directeur des unités de traitement d'air de Daikin Europe. Voilà, il s'est prêté à un jeu de questions-réponses et en 4 minutes chrono, vous allez tout savoir sur les sites de production des CTA Daikin, sur la gamme de centrales de traitement Daikin et des solutions et applications Daikin. Regardez. Eh bien, nous sommes représentés dans tous les pays de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, avec une fabrication des centrales de traitement d'air au plus proche de nos clients, car nous disposons de 4 sites de production, un en Angleterre, un en Italie, un en Turquie et un aux Émirats arabes unis. Il faut savoir que toutes nos usines sont certifiées ISO 9001, 14001 et 18001, et surtout Eurovent et ERLT pour le marché allemand en termes de performance. La forte croissance de notre activité nous a permis en 2018 d'étendre le site de production italien de plus de 45% et nous continuons notre progression en termes de chiffre d'affaires puisque nous avons atteint un chiffre d'affaires record de 65 millions d'euros en pleine pandémie Covid-19 durant l'année 2020 et en sachant que effectivement notre objectif est de doubler ce chiffre d'affaires d'ici à 2025. En termes de qualité de production et surtout d'innovation, eh bien, nous produisons en interne la plupart de nos technologies et surtout les caractéristiques principales de construction des centrales de traitement d'air, qui sont les panneaux. Il faut savoir également qu'on a un outil mis en place qui est extrêmement performant puisque nous suivons les standards de qualité du groupe Daikin, qui sont le Kaizen et le 5S. Daikin affronte les différentes applications grâce à une gamme de centrales de traitement d'air très complète et qui s'adapte à de nombreuses applications de type confort ou industriel. Nous avons des applications dédiées pour traitement d'air neuf, mais aussi une gamme professionnelle extrêmement flexible et customisable entre guillemets au centimètre près. Il faut savoir que des logiciels en ligne sont disponibles pour la sélection du matériel et qui sont faits par notre siège ici en Rome au travers de spécialistes du domaine de traitement d'air. Et puis, les innovations techniques telles que la régulation embarquée et communicante de type digital brevetée Daikin est une innovation qui vous permet de mettre en route une centrale complète avec régulation embarquée en quelques minutes grâce aux tests et à la configuration faite en usine. Et puis enfin, Daikin s'appuie sur 50 ans d'expérience dans le domaine de traitement d'air, qui sont bien sûr un des gages de qualité pour notre société. Oui, nous avons principalement les 2 types d'applications pour les centrales de traitement d'air disponibles, soit en ventilation centralisée, au travers de la gamme qu'on a évoquée, et surtout de la flexibilité des unités professionnelles qui peuvent s'adapter aux applications de ce genre, et puis également pour des ventilations décentralisées, donc étage par étage, avec une gamme extrêmement compacte qui, dans le domaine de qualité d'air, permet d'intégrer au sein même de l'unité de base 2 étages de filtration, vous permettant d'arriver jusqu'à des niveaux de qualité de EPM1 90% en termes de filtration d'air, qui est assez exceptionnel pour ce genre de produit.
il est évident qu'il est beaucoup plus facile de travailler ensemble quand on appartient à la même famille. Donc la solution de centrale à détente directe Daikin connectée au VRV reste la référence du marché en termes de simplicité d'installation, de parfaite communication entre les deux éléments de la même marque et surtout en termes d'efficacité énergétique. Bien, la qualité d'air interne chez Daikin est un élément essentiel. Nous avons lancé notre propre sonde de qualité d'air qui vous apporte beaucoup plus qu'une simple visualisation. La sonde dispose de 12 capteurs intégrés et permet de gérer et de visualiser évidemment les conditions de qualité d'air interne et surtout éventuellement les problèmes rencontrés. Un rapport détaillé peut être édité à n'importe quel moment et surtout, on met à disposition l'affichage, on va dire, de la qualité d'air personnalisable qui peut être installé à l'entrée d'un bâtiment, d'une salle de spectacle, d'une salle de sport ou bien sûr d'un restaurant pour aider vos clients et vos employés à comprendre dans quel environnement ils sont en train de pénétrer. Pour toutes les applications de traitement d'air, nos experts sont disponibles pour élaborer les solutions personnalisées. Merci à Stéphane Polo pour toutes ces réponses. Yann, on comprend bien en écoutant les propos justement de Stéphane Polo que le groupe Daikin a un vrai savoir-faire dans ce domaine de la qualité de l'air intérieur. Hein. Si j'ai bien entendu, 50 ans d'expérience. Oui, tout à fait. C'est au sein du groupe Daikin, on a plusieurs entités qui nous permettent d'être experts dans les systèmes de centrales de traitement d'air et de proposer des solutions permettant d'atteindre des objectifs de confort hygiénique optimal. Mais bon, après, on va être très clair, on ne va pas traiter un laboratoire de type P4 comme un plateau de bureau. Vous imaginez, on ne va pas transformer nos... On ne va pas tous être en blouse blanche. Vous regardez la photo, vous imaginez, là on est sur un laboratoire P4. Non, le concept, c'est qu'on ne va pas transformer nos lieux communs de vie en salle blanche. Oui, mais comment on fait aujourd'hui en pleine période Covid, avec un virus qui est encore très virulent, qui peut être dangereux pour beaucoup d'entre nous? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Alors, des solutions, on en a plusieurs. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout s'inspirer de ce qui fonctionne et surtout reclarifier quel est le besoin. Parce que souvent, c'est de définir quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Vous comprenez très bien, si on parle d'un laboratoire, d'un bloc opératoire, à partir du moment où on est capable de cerner la dangerosité, on va mettre en place tout de suite les moyens pour atteindre l'objectif fixé. Par contre, ce qui va se passer, c'est que l'élément important, je dirais qu'on ne pense pas assez, c'est la partie maintenance. Et c'est la prévoir dès la conception. Parce que la conception est là, vous comprenez que plus on va complexifier, plus on va ralentir les phases de maintenance, et plus on a des chances de ne pas en assurer la pérennité. Oui, de ne pas avoir une qualité de l'air. C'est-à-dire on aura l'objectif au début, mais on ne l'aura pas nécessairement. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à tout cet aspect de la maintenance. Oui, tout à fait. Ouais. Et après, il y a un autre élément souvent qu'on oublie, c'est qu'on a aussi un autre objectif commun qui est la réduction des gaz à effet de serre et donc la réduction de notre empreinte carbone. Et oui, ce qui veut dire qu'il y a aussi un lien entre empreinte carbone et qualité d'air intérieur. Ça aussi, on n'y pense pas forcément. Oui, alors comme moi, pendant toute la période, surtout au début de la période de la crise sanitaire, vous avez dû entendre parler de filtre EPA. Filtre absolu, filtre EPA. Bon, déjà, quand on dit EPA, est-ce qu'il y a un H? Il n'y a pas de H parce que ça va changer, on va dire, un petit peu la définition, mais il manque l'élément le plus important, c'est le chiffre qui va avec. Ouais. Parce que EPA tout seul, qu'il y ait un H ou pas, on s'en fiche un peu finalement. Non, parce que ce n'est pas tout à fait la même signification. Il y a les deux plus le chiffre qui va rentrer en ligne de compte. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les différences, c'est trop complexe, mais c'est surtout de vraiment comprendre que plus on va rentrer dans de la filtration, plus on va créer des pertes de charge, plus on va créer de la perte de charge, plus on va consommer de l'énergie, et ainsi de suite. On va donc avoir un effet. Comme j'ai tendance à dire, la meilleure énergie renouvelable, c'est celle qu'on ne consomme pas. Alors justement, comment réussir à combiner les deux, c'est-à-dire qu'une filtration optimale et une empreinte carbone minimale? Oui, alors pour ça, chez Daikin, par exemple, on va se servir, on va dire, de notre savoir-faire, de notre R&D. Alors pour certaines applications, on utilise des nouveaux matériaux avec des filtres un petit peu disruptifs, comme on va dire ce qu'on appelle des filtres à membrane. Avec le gros avantage, c'est que ce sont des filtres type PTFE qui présentent, on va améliorer la filtration tout en réduisant la perte de charge et en leur amenant une composante qui est différente, c'est qu'en plus ils sont halogène free, on dit, c'est-à-dire sans chlore, sans fluor, donc ce qui permet en cas de contamination de les incinérer. Donc vous voyez que tout est... l'élément important, c'est vraiment de toute bonne conception, c'est la centrale de traitement d'air qui est importante. Donc vous proposez aujourd'hui des produits totalement innovants qui vont à la fois allier une filtration très efficace et qui sont bons pour l'environnement.
Tout à fait, mais assez, pas que. On est aussi capable de réutiliser le savoir de nos différentes filiales. Par exemple, on propose maintenant, lié entre autres à la crise présente, un filtre. Alors, je ne vais pas revenir sur l'aspect réglementaire, la norme, la 16 190, Yorick a bien développé, puis je pense que vous avez assez de chiffres. Ça, c'est important. Oui, après je risque de saturer un peu. Ce qui est important de noter, c'est qu'on est capable de produire un filtre EPM1 95%, ce qui veut dire qu'on filtre 95% des particules de 0,3 microns à 1 micromètre. Alors là, vous parlez de filtration des particules fines, mais qu'est-ce qu'il en est du vivant et plus particulièrement des micro-organismes qui peuvent se développer justement sur les filtres et nuire à leur efficacité? Alors, ils ne se développent pas que sur les filtres. Bon. Alors là, c'est un sujet qui est vraiment très délicat, on va dire, et chez Daikin, on n'a surtout pas la prétention de remplacer le corps médical qui avance grandement. C'est un sujet extrêmement complexe. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. Non. Par contre, on travaille avec eux, on va s'inspirer avec eux et on propose par exemple des filtres biocides qui sont revêtus d'un traitement antibactérien avec des propriétés bactéricides, fongicides et qui nous permettent de réduire, on va dire, voilà, tout en d'éviter le développement, on va dire, des micro-organismes. Donc à leur surface, tout en maintenant une perte de charge, on va dire parce qu'il n'y a pas d'interaction, on travaille de façon à ne pas pénaliser la perte de charge, donc la consommation d'énergie, j'y reviens un petit peu, et aussi le niveau de filtration. D'accord. Mais ce traitement antibactérien, j'imagine que vous ne le réservez pas qu'aux filtres, vous l'appliquez aussi pour d'autres produits de la gamme? Alors, on ne va pas parler tout à fait de produits, on va parler de composants. Et entre autres, par exemple, pour limiter les croisements de flux d'air, on a des échanges, ce qu'on appelle les échangeurs à plaques, qui séparent les flux. Mais si on veut être puriste, on ne peut pas garantir à 100%. Donc une manière encore d'améliorer la performance, c'est d'avoir ce traitement bactérien aussi posé sur ces échangeurs à plaques. Alors, j'ai aussi entendu parler des lampes UVC pour inactiver les micro-organismes. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est une technique que vous utilisez, vous, chez Daikin? Alors, oui, pour l'efficacité, oui, chez Daikin, mais pas que au niveau de la conception. C'est effectivement une technologie qui a été prouvée pour inactiver tout ce qui est moisissure, bactéries, virus. Donc, elle a fait ses preuves. Elle présente aussi l'avantage, c'est de réduire les espaces de maintenance, donc l'usage de produits décontaminants, qui potentiellement peuvent être aussi polluants. Et un autre sujet, vous allez voir où je veux en venir, c'est que ça réduit le biofilm sur la surface de l'échangeur. Et la réduction du biofilm maintient la performance énergétique. Je reviens encore à ma performance énergétique. Vous voyez, la qualité d'air, c'est un sujet qu'on doit traiter au niveau du produit dans sa globalité. D'accord. Et préserver la qualité de l'environnement aussi. Oui. D'accord. Enfin, en tout cas, parce qu'on pourrait avoir un cercle non vertueux. Là, on est dans plus on pollue, plus on fait de particules, plus on fait de particules, plus on doit filtrer. Et puis là, nous, on cherche à faire l'inverse. Effectivement, c'est une notion importante. Alors, si j'ai bien écouté Stéphane Polo, je crois que vous développez aussi des nouveaux systèmes qui permettent de faciliter la mise en place des centrales de traitement d'air. Alors là, il faisait référence à un produit qu'on appelle le Digital Control. Ouais. L'idée, c'est de faciliter la mise en œuvre pour s'assurer que le montage final soit prévu comme on l'a étudié en usine. Et il a un objectif principal, c'est surtout d'éviter d'avoir des câbles et des points de rétention, et principalement sur la partie basse de la centrale de traitement d'air, puisque c'est là où on va surtout chercher à nettoyer et éviter le développement de micro-organismes. Alors, j'aimerais revenir sur un point qu'on a abordé au début de notre entretien. Vous disiez que le point commun à toutes ces applications était la ventilation. Alors, si on suit les recommandations du gouvernement, il suffirait simplement d'ouvrir ces fenêtres au moins 5 minutes toutes les heures pour renouveler correctement l'air des locaux. Mais si l'air extérieur est pollué, on peut se poser la question quant à l'efficacité et surtout la pertinence d'une telle mesure. Oui, la remarque est juste. Alors, loin de nous de remettre en cause les recommandations du gouvernement, puisqu'elles font sens. Ce qui est important de comprendre, c'est pas le moyen, c'est surtout c'est quoi la finalité de cette recommandation. Et la finalité, elle est simple, c'est de diluer les agents contaminants. Et donc, c'est une méthode. Par contre, on va faire preuve un peu de réalisme. Si on est en haut d'une tour d'immeuble au 25e étage, je ne suis même pas sûr qu'on puisse ouvrir en grand les fenêtres, à moins qu'on ait des tendances suicidaires ou autres. Mais non, après, pour prendre un exemple beaucoup plus concret, je vais parler on prend une crèche, une école en plein centre-ville, près d'un axe, vous le disiez, si à un moment donné on a un déficit, un indice de pollution un peu élevé, et dans ces cas-là, l'élément central de toute bonne conception sera la centrale de traitement d'air. Oui, parce que sinon on risque de polluer son air intérieur. En fait, tout dépend de l'endroit où on se trouve. Exactement. Mais ça peut être à la campagne aussi.
Oui, il y a d'autres. Il y a d'autres polluants et il y a ça d'autres formes de pollution. intervient aussi dans la qualité d'air, bien sûr. Mais là, en fait, vous nous parlez depuis tout à l'heure de traitement d'air, alors que moi, je vous parlais de ventilation. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, je pense qu'il y a c'est volontaire, mais il y a aussi peut-être une déformation professionnelle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de traitement d'air, automatiquement, on ventile. Par contre, l'inverse, la réciproque n'est pas valable. Dans le sens, tout au plus, on va faire de la récupération d'énergie. Des fois, on va rajouter une partie, une batterie de réchauffage, au moment où le système devient défaillant, et bien sûr, on fait de la filtration. Par contre, la qualité d'air tient compte d'autres paramètres. On peut avoir les odeurs, par exemple, qu'on doit pouvoir traiter, mais surtout la température, l'humidité. Vous n'êtes pas sans savoir que voilà, ce sont des agents, la température et l'humidité, qui favorisent, on va dire, les syndromes du bâtiment malsain ou les maladies liées au bâtiment. Et c'est dramatique en termes de qualité d'air, bien évidemment. Donc, merci en tout cas pour cette précision. Si je comprends bien, la solution Daikin pour améliorer la qualité de l'air intérieur, ce n'est pas un produit unique, mais une combinaison de plusieurs produits associés, bien sûr, à un réel savoir-faire. C'est ça, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de solution, c'est parfait, vous avez bien suivi. Non, c'est pour ça que chez Daikin, on a aussi mis en place des équipes spécialisées. On a des spécialistes qui sont là pour accompagner tout type de clients, pour tout type de besoins, tout type de taille. Et c'est encore une fois, je vais vraiment insister, c'est quel est l'objectif que l'on veut atteindre. D'accord. Alors par exemple, justement, pour une action localisée et rapide dans un appartement, dans une salle de sport ou dans un restaurant, qu'est-ce que Daikin peut me proposer? Alors là, c'est une autre facette un peu en termes de produits. Vous avez derrière vous et derrière moi le fameux purificateur qui est mis en jeu, mais derrière la version un peu plus importante qui nous permet d'atteindre des débits au-delà de 2000 m3. C'est le petit qu'on gagne, on est bien d'accord? Oui, non, puis je ne suis pas sûr qu'esthétiquement... ça prend un peu de place. Ça prend un petit peu de place. Dans la voiture, déjà, ça va être compliqué. Donc, non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de ces produits-là, on a heureusement maintenant enfin le retour au niveau des restaurants, des lieux de vie et bien évidemment le télétravail se réduit, donc les collaborateurs reviennent de plus en plus sur leur lieu de travail. C'est une réponse visible, vraiment visible pour dire que le sujet de la qualité d'air a été pris en compte. Ça rassure les clients, les sportifs en salle de sport. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique du produit, je pense qu'on va y revenir. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Donc, proposer des solutions sur mesure, c'est votre mantra, ça je l'ai bien compris. Tout à l'heure, Stéphane Polo nous a parlé de solutions centralisées, décentralisées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, il a particulièrement parlé de la Modular Light, qui est à ma droite, ici, et qui a l'avantage... Alors, c'est un produit qui pourrait se rapprocher un peu plus d'un produit de ventilation, mais qui est conçu comme une centrale à cendre d'air. Alors, je vais passer l'aspect aérolique, énergétique, le type de ventilation. Non, le point important, et Stéphane l'a dit concernant le niveau de filtration, parce qu'on arrive quand même avec cette chaîne de filtration à arriver à un EPM1 90%, donc c'est plutôt performant. Non, là où je veux insister, c'est que c'est un produit qui a été pensé maintenance. Donc c'est-à-dire qu'il a une double étage de filtration, et quand on va venir entretenir ce produit, on va pouvoir ne pas oublier un des filtres, si par exemple on en avait mis un deuxième à l'extérieur. Le deuxième point aussi, c'est que ça permet de proposer des solutions non plus centralisées, mais sectorisées. Imaginez que vous avez un souci dans une zone, ça vous permet de dire, voilà, je peux isoler cette zone, mais pas isoler l'intégralité du bâtiment. D'accord. Donc, si je résume, il faut d'abord avoir une bonne compréhension des résultats à atteindre, ça vous nous l'avez dit, pour pouvoir proposer des solutions les plus personnalisées possibles, des solutions qui résulteront donc de la combinaison de plusieurs produits. Et Kamel nous en dira plus sur ce sujet dans quelques instants. Ça va, j'ai bien résumé? C'est très bien. J'ai bien écouté? Oui. Bon, j'espère que vous aussi, vous avez bien écouté, Yann, parce qu'on va revenir à notre jeu concours. Et voici la deuxième question. Que veut dire un filtre EPM1 95%? Bon, ça, elles ne sont pas très répété dures, les plusieurs questions, fois. Vous l'avez répété plusieurs fois, c'est vrai. On vous a bien aidé. Donc voilà, vous avez quelques secondes pour répondre. Je vous rappelle que seuls les plus rapides d'entre vous gagneront le purificateur d'air Daikin, voilà, pour avoir une bonne qualité d'air intérieur. On vous laisse encore quelques instants. C'est assez facile quand même. Oui, on va arrêter. Je pense qu'on peut arrêter. Yann, la bonne réponse, c'est... Effectivement, on filtre 95% des particules de 0,3 à 1 micromètre. Voilà, en fait, la réponse était un peu dans la question. Tout à fait, presque. Merci en tout cas, Yann, pour toutes ces explications. On se retrouve bien sûr en fin de ce live pour la session questions-réponses. Donc justement, continuez à nous faire part de vos réactions, de vos questions via le live chat. Il est temps maintenant de parler pilotage et maintenance de la qualité de l'air intérieur avec Kamel Bouadad.
Bonjour Kamel. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Ça va, vous allez bien? Plutôt bien. Bon. Alors, vous êtes le spécialiste des solutions GTB-GTC au département Solutions Business. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la mission de ce département? Alors, le Solution Business a pour mission de proposer des offres de services autour de la vente de produits d'Ekin. Chaque personne qui nous regarde sait bien que l'objectif est de rendre les bâtiments les plus performants possibles. On œuvre dans ce sens-là. Il est clair que chaque bâtiment doit être équipé de matériel de qualité et jouir évidemment d'une maintenance et d'un entretien rigoureux et régulier. Alors concrètement, quelles sont les solutions que vous proposez? Alors par exemple, je vais vous en citer deux. Le premier, c'est en avant-projet, par exemple, lorsqu'on est amené à étudier les projets pour les clients. On va être amené à proposer des solutions de gestion technique du bâtiment, qui a pour objectif clairement de, par exemple, comment piloter à la fois la climatisation et le chauffage, cœur de notre métier, mais également la ventilation, deuxième cœur de notre métier. Et vous avez également les éclairages et pourquoi pas les stores. Et on a également une approche portée vers l'exploitation, puisqu'en deuxième approche, on va pouvoir proposer des solutions de contrôle-commande à distance pour monitorer et superviser les installations d'Ekin. Bon, et à qui s'adressent ces prestations? À tout le monde? Alors, oui, à tout le monde. Nos clients principaux et ceux vers qui on s'adresse, notamment pour la partie maintenance, sont les exploitants, les gestionnaires. Et là, on va proposer des solutions qui vont tourner autour de la maintenance des installations. Alors bon, je pense que tout le monde a bien compris, le thème du live aujourd'hui, c'est la qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce que vous proposez justement au sein du département Solutions Business sur ce sujet? Alors, pour le secteur de la qualité de l'air, nous avons engagé une démarche qui est autour de notre point fort, qui est le monitoring. Bon, moi, la dernière fois que j'ai entendu ce mot, c'était lors de mon dernier accouchement, donc ça date un petit peu, mais bon, j'imagine que dans votre secteur, monitoring, ça veut dire surveillance, c'est ça? Oui, c'est tout à fait les termes. Cet anglicisme permet justement d'englober toutes les technologies qui permettent d'avoir un contrôle-commande à distance des valeurs. D'accord. Et à ce moment-là, on propose ce genre de prestations. Oui, dans la pratique, comment ça marche? Alors, dans la pratique, pour le monitoring, vous allez avoir, par exemple, d'abord la première partie, c'est le capteur. Comme celui-ci? Absolument, le capteur dont a parlé Stéphane Polo tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, c'est de taille. Dans l'interview. Ce capteur va nous permettre de capter, donc, de mesurer un certain nombre de valeurs. On va également s'appuyer sur les mesures de ce capteur, les mesures de l'extérieur, la qualité de l'air extérieur. Mais on va également proposer une véritable offre prédictive. D'accord. En fait, ça mesure quoi? Ça va mesurer quoi? La température, l'humidité? Oui, en effet. Alors, Ekin propose une certaine gamme de capteurs. Il y en a plusieurs, dont les principaux vont nous renseigner basiquement sur la température, l'hygrométrie, on en a parlé, mais également en ce qui concerne la qualité de l'air, ça va être les particules fines de taille 2, 5 ou 10. Vous allez également avoir les composés organiques volatiles, mais également le CO2. Et pour certains modèles, on peut aller jusqu'à même capter la luminosité. Ah oui, la luminosité. Alors, qui peut avoir accès à ces données et comment? Alors, pour avoir accès à ces données, c'est très simple. D'abord, le capteur va nous permettre de saisir les valeurs. Donc le nombre de capteurs est de l'ordre de 12 dans ce modèle-là. Et ensuite, ça va être mis à disposition des clients utilisateurs. Alors ça peut être les exploitants ou bien les gestionnaires. Et ça va être mis en place au travers d'un portail web dédié avec une accréditation selon ce qui a été convenu. Mais notre travail ne s'arrête pas là. On va également vous ne donnez pas juste les données, vous allez plus loin, vous les analysez aussi. On les analyse, on les met en forme et on va donc proposer à nos clients un accompagnement en proposant des améliorations si cela est nécessaire. D'accord. Bon, alors justement, imaginons que l'indice de qualité d'air intérieur n'est pas suffisamment bon. Comment vous intervenez? Voilà, vous faites ce rapport, vous avez fait l'analyse et après, qu'est-ce que vous faites? Alors, on va d'abord s'intéresser à un premier sujet qui est très important en qualité de l'air, c'est la filtration. On en a parlé jusqu'à maintenant avec Yorick et Yann et également Stéphane. Le principal facteur, c'est l'entretien des chaînes de filtration. Alors, ce n'est pas les seuls, évidemment. Vous avez également les systèmes de diffusion, les terminaux, qu'il faut décontaminer, nettoyer régulièrement. Ensuite, vous avez également la partie... Oui, il y a le nettoyage, effectivement. Oui, la décontamination. Et puis ensuite, vous allez regarder aussi le niveau de filtration au niveau de la centrale. Oui, c'est un des facteurs, effectivement.
Vous avez raison, vous avez tout à fait compris le procédé. Ouais, On va d'abord vérifier la chaîne de filtration. Ouais. Si elle n'est pas bonne et qu'on constate par exemple un taux de particules fines trop important, on va s'intéresser à optimiser cette chaîne de filtration, D'accord. qui, je vous le rappelle, est une succession de filtres. Ouais. Et ensuite, un autre exemple, si on constate dans un ensemble de bureaux que le taux de CO2 est bien trop important sur un long terme, il est fort probable que le système de ventilation soit est défaillant, soit Plus adapté. est plus adapté au système. Et dans ce cas-là, comme l'a évoqué Stéphane tout à l'heure et Yann, Daikin propose une large gamme, dont les Modular Light, de systèmes de ventilation, de centrales de traitement d'air qui vont apporter tout de suite des résultats éprouvés. D'accord. Bon, mais très bien. Mais supposons que mon bâtiment ne dispose pas de centrale de traitement d'air ou que je n'ai pas envie de la changer maintenant parce que je n'ai pas forcément les moyens. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Oui, absolument. Et heureusement d'ailleurs. On propose, comme Yann l'a évoqué tout à l'heure, une technologie qui est la purification de l'air. Cette technologie est parfaitement adaptée pour traiter des ensembles bien plus grands qu'un simple bureau. Donc on va les positionner dans les ensembles dans lesquels ils traitent l'air. Et d'ailleurs, à ce propos, le Haut Conseil de la Santé publique a remis un avis au mois de mai dernier dans lequel il est indiqué clairement qu'en cas de ventilation insuffisante, impossible ou défaillante, l'utilisation de tel matériel était plus que recommandée. D'ailleurs, ces matériels œuvrent également à la maîtrise de la propagation des coronavirus dans les espaces clos. Je vais essayer d'être un peu plus précis, je ne connais pas précisément le texte, donc je vais me permettre de vous lire quelques lignes les plus importantes. En cas de ventilation insuffisante ou non existante, ou d'aération impossible ou insuffisante, dans un local, il est recommandé de réaliser les actions chronologiques suivantes. Premièrement, revoir l'organisation et la jauge d'accueil des locaux accueillants du public. Et si cela est impossible, envisager l'utilisation d'unités mobiles de purification d'air après une étude technique préalable. D'accord, très bien. Au moins, c'est écrit noir sur blanc. C'est clair. Mais bon, j'imagine que les solutions de purification d'air proposées par Daikin vont répondre à toutes ces recommandations. Oui, exactement. Les purificateurs d'air que nous proposons, et d'ailleurs Daikin en commercialise depuis une vingtaine d'années, sont plutôt destinés au marché du grand public ou plutôt du particulier, ou par exemple dans les salles d'attente des cabinets médicaux. Désormais, on va pouvoir proposer donc des gammes de purificateurs d'air qui traitent des volumes bien plus importants et qui sont dédiés au tertiaire. Vous en avez d'ailleurs un exemple juste derrière. Ça, c'est pour des bâtiments tertiaires. Et Absolument. les plus petits là-bas, là, c'est plutôt pour les des appartements pour les particuliers. Alors, comment ça fonctionne justement un purificateur d'air comme ça? Alors, un purificateur d'air, tel que soit sa taille, il est constitué de plusieurs niveaux, plusieurs étages, on va dire. Le premier niveau est un niveau de filtration pré-filtre. En tout cas, les vôtres, on est bien d'accord. Les nôtres, absolument. Oui. Le premier niveau est un niveau de filtration, de préfiltration au charbon actif. Le charbon actif a la faculté de retenir les mauvaises odeurs. Ça, c'est sa première fonction. La seconde fonction, c'est de protéger le second étage de filtration. Et là, on est dans des filtres plus performants, qui sont des filtres EPA H14, qui sont les filtres qui sont utilisés dans la filtration pour les blocs opératoires. Ils ont un taux de filtration de l'ordre de 99,995%. D'accord, ouais, donc là, en termes de filtration, on est bien là. On est pas mal, oui. On est pas mal, ouais. Et en dernier lieu, donc c'est le troisième étage, on va mettre en place une lampe UV qui va empêcher sur le filtre EPA la prolifération des bactéries. D'accord, donc il y a 3 niveaux finalement de... 3 étages, tout à fait. 3 étages, oui, plutôt. Oui. Donc, si j'ai bien compris, la qualité de l'air intérieur n'est pas simplement liée à un équipement, mais davantage à une prestation globale, produit, surveillance, accompagnement, et surtout à une prestation qui est personnalisée. Ça, on en a beaucoup parlé déjà. Vous l'avez senti dans les discours. Et Yorick, c'est la seule façon de garantir que l'air que nous respirons est en permanence de qualité. Exact. En fait, notre approche, comme vous avez pu le constater au travers des différentes interventions, est une approche globale. Chaque projet, nous l'étudions de manière unique. Nous proposons des solutions d'amélioration et nous travaillons ainsi. Alors, est-ce que je peux connaître aussi la qualité de l'air à l'instant T en tout cas, je peux la connaître à l'instant T, mais est-ce que je peux la connaître dans les heures à venir? Voilà, est-ce que vous pouvez faire des prévisions qui me permettraient d'anticiper? Bon, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais je sais que vous avez une technologie de pointe. Mais c'est possible, ça? Oui, absolument. Alors, on a parlé tout à l'heure du premier volet de l'offre de qualité de l'air proposée par Daikin. Vous avez d'abord l'offre de monitoring qui permet d'avoir des captations
des données en temps réel. De surveiller à distance. Surveiller, absolument. Ouais. Le deuxième volet va s'appuyer sur une véritable offre prédictive. C'est ce dont vous parliez. L'offre prédictive va s'appuyer sur plusieurs facteurs. Le premier, évidemment, c'est le capteur. Il va nous renseigner tout au long de l'étude des valeurs de qualité de l'air. À l'instant T, donc. Ouais. À l'instant T. D'accord. On va également prendre en compte la qualité de l'air extérieur, mais on a également intégré dans notre solution de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle va nous permettre d'offrir des prédictions, des prédictions, jusqu'à 8 heures. 8 heures, d'accord. Absolument. Et le troisième volet de l'offre, en fait, c'est un volet plutôt service, puisqu'il va être question de connecter les résultats de ces analyses au système de GTB existants, qui vont eux-mêmes agir, par exemple, sur les centrales de traitement d'air Daikin pour introduire un peu plus d'air neuf dans le bâtiment. D'accord. Mais bon, une fois que la qualité de l'air a été analysée, concrètement, vous, qu'est-ce que vous faites? Comment vous intervenez? Alors nous, une fois que l'air est analysé par les capteurs, que les données sont agrégées, synthétisées, mises en forme, notre rôle à nous, c'est de synthétiser ces données, de les mettre dans un rapport à destination de nos clients. D'accord. On va publier, on va l'accompagner, on va lui expliquer les processus d'amélioration qu'on va pouvoir proposer. Et on va également proposer d'autres améliorations plus terre-à-terre, comme par exemple la mise en place de purificateurs d'air, l'optimisation des chaînes de filtration, comme on a parlé tout à l'heure, les lampes UV qu'on peut mettre en place également. Alors on n'est pas en reste, puisqu'on a décidé également de pousser un peu les choses un peu plus loin et de pousser un peu l'innovation. On l'a évoqué très rapidement tout à l'heure. Nous avons décidé, par exemple, de proposer la mise en place de QR codes à l'entrée de salles de réunion, par exemple. Voilà. Et si par exemple, c'est une super idée ça. Et si l'air est mauvais, on ne dit pas de réunion. Ou on peut la reporter, effectivement. Ou on appelle Daikin. Et donc, on appelle Daikin nos équipes de maintenance. À partir de cet instant, vous avez sur votre smartphone la qualité de l'air en temps réel du local dans lequel vous allez pénétrer. Nous avons également essayé de pousser un peu plus la technologie en proposant des moniteurs. En fait, ce sont des écrans qu'on va positionner dans les halls d'accueil, par exemple, et qui vont avoir plutôt un rôle informatif ou pédagogique. Et ça va également mettre en avant les efforts qui sont faits dans le bien-être dans le bâtiment. Par le chef d'entreprise pour le bien-être de ses salariés. On parlait tout à l'heure de la qualité au travail qui est finalement liée à la qualité de l'air intérieur aussi. On n'y pense pas forcément. Tout à fait. Merci beaucoup, Kamel, d'avoir partagé avec nous ce sujet du pilotage et de la maintenance de la qualité de l'air intérieur. Il est temps de vous poser la dernière question de notre jeu concours. Donc voilà, j'espère que vous avez bien écouté, Kamel. Sur quelle période porte l'offre d'analyse prédictive de Daikin? Bon, on l'a répété plusieurs fois. Si vous avez bien suivi, normalement, vous devez avoir la réponse. Donc à vous maintenant d'être le ou la plus rapide. Et puis c'est surtout votre dernière chance de remporter un purificateur d'air Daikin. Donc allez-y, c'est parti. On laisse quelques secondes. Vous comptez jusqu'à combien? On leur laisse combien de temps? 5 secondes? Bon, stop. J'espère que vous avez pu tous jouer. Kamel, la bonne réponse, c'est 8 heures. 8 heures, c'est vrai qu'on l'a répété. Merci beaucoup, Kamel. En tout cas, vous avez été nombreux à nous poser des questions via le live chat. Et les experts Daikin vont nous rejoindre maintenant, vont me rejoindre pour y répondre. Alors, voici notre session de questions-réponses. Yann, Yorick et Kamel sont autour de moi. Voilà. Alors, pas mal de questions pour vous. Alors, on va commencer avec cette première question. À quand l'intégration des lampes UVC dans les muraux, gainables, etc., des systèmes multisplit et VRV? Une question pour Yorick. C'est une question piège. Vous voulez que je la répète? Oui, effectivement. Alors là, réellement, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas entendu parler de développement de ce genre sur les unités intérieures de climatisation. Je pense que là, il faut vraiment, si on cherche à avoir ce niveau de qualité de filtration, il faut vraiment partir sur une centrale de traitement d'air ou un purificateur d'air. Sur les unités, si je peux me permettre, on parle du WC.
Donc il y a aussi le côté dangereux vis-à-vis des occupants. Donc l'intégrer dans une unité, il faut faire attention que ça veut dire qu'on doit reconditionner l'unité, qu'on n'a pas quand on est dans une centrale de traitement d'air. D'accord. Autre question, est-ce que le système de contrôle de la qualité de l'air est adaptable à tout système GTB, GTC présent sur le marché? Ça, c'est une question pour vous, Kamel. Alors oui, absolument. En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fait de capter, grâce au capteur, les données de qualité de l'air vont être transmises à un système central. Et ce système central utilise ce qu'on appelle des protocoles de communication ouverts et standardisés qui vont permettre de s'adresser à la plupart des fabricants du marché. UVA ou UVC dans vos purificateurs? UVC. UVC. UVC, très bien. Ensuite, autre question. Existe-t-il... alors, est-ce que... Non, ça, on y a répondu. Y aura-t-il des obligations liées à la future RE 2020 venant remplacer l'actuelle RT 2012? Je pense que question d'Antoine Guillou. Parfois j'ai les noms, parfois je ne les sais pas. Je pense que ça va être pour moi. Ouais, je pense que ça va être pour moi. Alors, à ce jour, il n'y a pas de qualité d'air qui soit définie dans la RE 2020. Encore faut-il que celle-ci soit finalisée, puisque pour la partie tertiaire, en fait, rien n'est encore totalement finalisé. Mais effectivement, la qualité d'air, pour l'instant, même si c'est un souhait, ce n'est pas encore prévu dans la RE 2020. Peut-être une évolution de la RE 2020 à prévoir. Quels sont les plus gros manquements en maintenance qui font que l'objectif initial de traitement ne soit pas atteint? Question de Cécile Olivier. Alors, ne vous battez pas, hein, messieurs. Il va s'agir probablement d'étudier les chaînes de filtration. C'est peut-être ça la question. En fait, l'objectif est déjà d'identifier la chaîne de filtration mise en place et éventuellement de l'optimiser grâce à une combinaison d'autres filtres. Je rajouterais que je l'ai évoqué en disant que plus on va la faciliter, plus on va s'assurer qu'elle soit faite correctement. Ça, c'est un point important, parce que vous savez très bien que la maintenance, c'est une question de temps, et le temps étant un coût, et c'est toujours une question un petit peu de relation entre le temps et le coût qu'on doit passer. Donc de prévoir la bonne conception dès le début, ça permet aussi de s'assurer qu'on va le pérenniser à moindre coût. Mais on sait l'étudier, on sait vraiment l'étudier dès le début. D'accord. Merci Yann. Existe-t-il des recommandations ou des normes en termes de taux de renouvellement d'air, volume local, occupation et activité? Oui. Alors dans quel type de bâtiment? Parce qu'il y a effectivement le code du travail qui le demande, de renouvellement d'air. Il y a des débits dédiés au nombre de personnes. On prenait l'exemple tout à l'heure des bureaux, c'est 25 mètres cubes par heure et par personne qu'il faut respecter. Si on prend des hôtels, suivant la catégorie de l'hôtel, on va pouvoir monter jusqu'à, si je ne me trompe pas, ça doit être 35 ou 45 mètres cubes par heure et par personne. Donc voilà, il y a des recommandations qui sont déjà faites et établies à ce sujet-là. Dans les certifications de type HQE, vous avez parlé de points ou de crédits supplémentaires liés à la qualité d'air. À quoi cela correspond-il? Je pense que c'est encore une question pour vous, Yorick. Alors en fait, à quoi cela correspond-il? En fait, les certifications HQE, on demande plein de choses, mais entre autres, on va pouvoir demande d'avoir de la qualité d'air ou de traiter la qualité d'air. Donc, comme je disais tout à l'heure, soit dès l'origine, c'est-à-dire la pollution générée par les matériaux de construction. Donc, il faut faire attention à l'émissivité des matériaux de construction. Mais après, dans le temps, les certifications telles que HQE, mais les autres aussi font attention à ça, vérifient que dans le temps, la qualité d'air soit constante pour les utilisateurs. Et on peut gagner des points supplémentaires à ce niveau-là. Donc là, on rentre dans le cadre de la maintenance dont on parlait tout à l'heure aussi. Merci, Yorick. Les filtres des purificateurs pour le résidentiel sont à changer combien de fois par an? Ça dépend du temps. Alors, je vais répondre sur une question. C'est une question qui est assez récurrente. Ça ne concerne pas que les purificateurs. Ouais. Ça va concerner, dès qu'on parle de chaîne de filtration, on va nous dire, mais je dois remplacer mes filtres tous les combien de temps? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Oui, mais ça dépend où est-ce que vous vous situez, quel type de polluant vous avez, combien de cycles de renouvellement. C'est-à-dire, ça dépend de tellement d'agents extérieurs.
Bon, dans le cas des purificateurs, c'est les agents intérieurs, qui fait que répondre de façon régulière, de donner un chiffre, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'on va le mesurer plutôt. D'avoir fait une analyse avant. Voilà, le mesurer, bon, après on peut donner des recommandations. Bon, après le purificateur, on doit avoir des valeurs indicatrices, mais très honnêtement, on n'a pas lu la notice par cœur. Avez-vous des solutions pour les projets de type salle blanche? Des projets, c'est-à-dire? Alors déjà, quand on parle de salle blanche, ça va être de quel type de salle blanche on parle. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est dans la microélectronique, est-ce qu'on est sur du laboratoire? En termes de salle blanche, il y a... Plutôt peut-être laboratoire, justement. Est-ce que vous avez des solutions, vous? Alors des solutions, voilà, c'est ce que je disais, c'est comme des solutions, oui, on en a, puisqu'on est capable d'aller jusque, quand je disais tout à l'heure, la notation de laboratoire P4, grâce entre autres à notre filiale AF, American Air Filter, ils sont capables de proposer des solutions allant jusqu'au laboratoire de type P4. Et là, on est dans le domaine en termes de virologie le plus élevé. Mais on a aussi, nous, des solutions avec des plafonds diffusants et autres qui permettent de faire de la microélectronique, par exemple. Donc on a quelques références aussi dans ce domaine-là. D'accord. Autre question, les centrales de traitement d'air Daikin sont-elles certifiées? Oui. Alors après, ça dépend de ce qu'on entend par certification. Alors la première à laquelle on fait référence, c'est l'Eurovan. Qui nous permet de valider qu'on respecte bien les normes EGAR et surtout les performances. Mais on va au-delà, par exemple, on a une gamme de centrales qui va être certifiée, et entre autres, la petite modulaire qui est à côté ici est certifiée VDI 6022. C'est une norme allemande qui définit une norme hygiène au niveau allemand, et on sait très bien que les Allemands sont plutôt en avance dans ce côté-là, servent un petit peu de locomotive au niveau européen. Est-ce que, question pour Kamel, est-ce que vos baskets Daikin seront bientôt en vente, Kamel? Alors, j'ai bien peur qu'elles ne soient pas dans le commerce. En revanche, effectivement, elles sont pas mal et très confortables. En tout cas, elles plaisent à nos web téléspectateurs. Bon, on va revenir à des questions plus sérieuses. Les CTA Daikin sont-elles éligibles à l'obtention des aides CEE? Oui, on peut. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par les aides C2E. Oui, C2E. Oui, c'est en termes d'économie d'énergie par rapport à l'amortissement et autres, oui. Mais en général, c'est plutôt un mécanisme qu'on utilise pour d'autres applications. Comment les données mesurées par les capteurs de qualité sont-elles transmises? Alors, les capteurs, il y en a deux variétés, génériques, on va dire. Il y a des capteurs autonomes qui n'ont pas nécessité d'être branchés sur le secteur, et la seconde variété qui a besoin d'être branchée sur le secteur. Et la façon dont les informations remontent au système sont de plusieurs modes. Vous avez le mode Wi-Fi, qui est connu de tous. Vous avez également ce qu'on appelle la IoT, l'Internet des objets. Par exemple, le protocole de communication LoRa. Et ces données remontent jusqu'au système de cette façon-là. D'accord. Quel est le niveau de filtration des unités intérieures de la gamme VRV? Je pense que je vais répondre. Le niveau de filtration, en fait, c'est un niveau de filtration gravimétrique. Donc si on creuse un petit peu plus la question, je pense que c'était le sens, ce niveau de filtration, clairement, c'est pour faire de la ventilation. Comme l'a expliqué Yann tout à l'heure, il y a une grande différence entre la ventilation et le traitement d'air. Donc si on cherche vraiment à avoir de la qualité d'air, il va falloir se diriger plutôt vers une petite centrale de traitement d'air ou un purificateur d'air. D'accord. Est-ce que j'ai d'autres questions? Niveau de filtration des unités intérieures de la gamme VRV, ça on y a répondu. Excusez-moi, j'ai pas... Le niveau de filtration des unités intérieures de la gamme, on vient d'y répondre. C'est bien ce qui me semblait. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions. On a eu effectivement beaucoup de questions, donc vous voyez, vos présentations ont intéressé vraiment nos web spectateurs. À un moment que vous attendez tous maintenant le résultat de notre jeu concours. Je vais vous donner le nom des 3 gagnants. Voilà, il s'affiche sur votre écran. Laurent Mézano, Stéphane Charvet et Thomas Dumoulin. Bravo à tous les 3, vous avez été les plus rapides. En tout cas, vous avez été bien concentrés, vous avez bien écouté mes invités. Donc bravo, vous remportez tous les 3 un purificateur d'air Daikin dont on vient de vanter tous les mérites et les avantages. Yorick, Yann, Kamel, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expertise sur le sujet de la qualité
de l'air intérieur. Voilà, sachez que ce live est disponible en replay sur la plateforme. J'ai eu une question tout à l'heure, donc voilà, vous pourrez le revoir, le re-revoir autant de fois que vous voulez. Personnellement, en tout cas, j'aurais appris beaucoup de choses aujourd'hui sur ce sujet. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée dans un air intérieur optimal, j'ai envie de dire, hein, avec une belle qualité d'air intérieur. Merci beaucoup en tout cas et très belle fin de journée. Merci Véronique. Merci à vous. Merci.